Est-ce que tu me vois, est-ce que tu m'entends? Eh ben ça tombe bien, c'est le débrief hebdo. Eh ben aujourd'hui dans le débrief hebdo, c'est très simple, on va parler de tout. Ça va passer des indices, du dollar, du forex, des banques centrales, de la macro. On va même faire un peu de microéconomie et peut-être même des cryptos. C'est parti. Et j'ai oublié aussi le pétrole. Et j'ai oublié aussi les taux d'intérêt. Bon, pour notre petite partie macro, on va pas forcément trop s'attarder dessus parce qu'il y a eu des statistiques macroéconomiques un petit peu dans tous les sens, mais plutôt des stats intermédiaires, pas très importantes pour les marchés. Et il y a eu par contre surtout beaucoup de paroles. Paroles. Premier discours attendu de la semaine, c'était Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne. Et pour vraiment synthétiser, je dirais en 3 mots, possibilité de QE. QE, pour information, c'est Quantitative Easing. En gros, c'est la planche à billets qui tourne. Bon, de toute façon, la Banque Centrale Européenne, étant donné le contexte macroéconomique est quand même particulièrement dégueulasse, en tout cas en termes de prévision, il n'a pas grand-chose à faire que d'annoncer ça, puisque de toute façon, les taux d'intérêt sont déjà quasiment à zéro, et ce depuis maintenant plus de 3 ans. Et pour enchaîner avec les discours des banquiers centraux, on a Monsieur Powell, président de la Réserve fédérale américaine. Et là, pour résumer en 2 mots son intervention et son long discours qu'on a eu mercredi à partir de 20h30, avenir incertain. Donc en gros, ça veut dire qu'on n'en sait rien, mais que c'est quand même pas la fête non plus. Et ça, c'est plutôt ce que les marchés ont retenu. Ça rime en plus là, non? Bon, en même temps, ça fait un petit moment que c'est pas la fête, faut pas se mentir, tous les derniers chiffres macro qu'on a eu, que ce soit l'emploi, le chômage, les prévisions de croissance aux États-Unis ou ailleurs dans le monde sont vraiment pas bons du tout. Et ce qui est important, c'est pas que ce soit forcément pas bon, mais c'est surtout moins bon que ce qu'attend le marché, ce qu'attendent les investisseurs. Parce que je te rappelle, ce qui fait bouger les marchés, c'est pas forcément le chiffre en lui-même, mais c'est plutôt le chiffre par rapport aux attentes. Bon, pour matérialiser et concrétiser un peu le truc, on va prendre un exemple relativement concret. En gros, tu prends une boîte qui est endettée à mort, qui perd de l'argent. On va prendre par exemple une boîte qui fait des voitures, montée par un milliardaire. Je pense que tu vois à peu près de quoi je veux parler. Et le 24 avril dernier, elle a publié. Les chiffres étaient pas bons, mais ça c'était plutôt prévu. Et ils ressortent même moins bons que ce qu'attendait le marché. Et là, on a Elon Musk qui nous annonce, vous inquiétez pas les gars, le deuxième semestre 2019, on va repasser dans le vert et on va publier des chiffres de ouf. Donc là, t'as compris avec ce que je te disais avant, anticipation du marché. Et là, bon, sauf qu'en fait, personne n'y a cru et du coup, l'action, elle a continué à se faire massacrer. Bon, bref, c'était pas le bon exemple, mais t'as compris à peu près le principe. Là, en l'occurrence, c'était vraiment, on va dire, du pipeau. Bon, revenons aux banques centrales et pour résumer, la macro n'est pas bonne, les chiffres ne sont pas bons et l'avenir est incertain. Donc, a priori, c'est pas de nature à rassurer les investisseurs. Tout ce qui est manque de visibilité et incertitude, ça plaît pas forcément. Et donc, a fortiori, qui dit perspective pas bonne, incertitude, égale banque centrale, politique monétaire accommodante. Donc tu te rappelles, la semaine dernière dans le débrief qu'on avait fait, on avait 80% de chances estimées par le marché à ce que la Réserve fédérale américaine baisse ses taux directeurs le 31 juillet. Et tu t'en doutes, après ce discours pas très rassurant de Monsieur Powell, maintenant on a 70% de chances qu'il y ait une baisse des taux d'1/4 de point et 30% de chances estimées par le marché qu'il y ait une baisse de taux d'1 demi-point. Donc en gros, 70% plus 30%, ça fait a priori 100% de chances que la Fed baisse ses taux directeurs le 31 juillet. Bien évidemment par rapport à ce qu'attend le marché. Donc conséquence de tout ça, si tu me suis depuis un certain moment sur la chaîne, tu connais maintenant les conséquences de ces politiques monétaires accommodantes. La Fed, très accommodante, chute du dollar américain. Alors tu vas me dire, ok, mais la Banque Centrale Européenne a aussi été accommodante, mais dans la mesure où la Fed a plus de marge de manœuvre, l'impact d'une politique monétaire accommodante de la Fed est beaucoup plus importante sur le marché que celle de la Banque Centrale Européenne, où à part éventuellement, ou laisser l'éventualité de peut-être qu'il va y avoir un quantitative easing, la Banque Centrale Européenne ne peut plus baisser les taux. Donc qui dit effondrement, entre guillemets, du dollar américain égale par effet mécanique hausse de l'euro contre le dollar, hausse également des cours de l'or. Mais ça, si tu m'as suivi dans le débriefing de la semaine passée, j'ai largement insisté sur les cours de l'or et notamment sur la configuration ultra bullish des cours de l'or. Je te laisserai le regarder à nouveau ou si tu viens d'arriver sur cette chaîne,
Je te mets le lien juste là-haut, mais attends quand même la fin de la vidéo, ça me ferait plaisir. Et ensuite, qui dit politique monétaire accommodante, les taux qui baissent, notamment le Bund, l'emprunt allemand à 10 ans, l'OAT en France à 10 ans également, qui est passé pour la première fois de son histoire négatif. Et là, si c'est vraiment le flou pour toi, c'est que t'as pas vu la vidéo que j'ai publiée il y a 2-3 jours. Je te mets le lien également ici pour juste après si tu veux approfondir toutes ces notions d'OAT, de Bund et de taux d'intérêt. Et maintenant, on en vient aux indices dans tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Vu que, a priori, il y a quand même plutôt des mauvaises nouvelles. Eh ben, les indices, eux, ont eu leur petite dose, leur petite perfusion. Autrement dit, en langage financier et économique, leur assouplissement monétaire qui compense donc toutes les prévisions d'un point de vue économique qui ne sont pas bonnes. Et a priori, ça devrait durer. En tout cas, cette notion du fait que les indices continuent à monter, ou en tout cas tiennent, alors que les perspectives économiques ne sont pas bonnes. Et ça va durer soit jusqu'à ce que la réalité les rattrape, en gros prise de conscience soudaine, subite et ultra violente, soit jusqu'à ce qu'il y ait une mauvaise nouvelle exogène au marché qui les fasse flancher. Genre une guerre commerciale qui s'intensifie, une attaque de l'Iran, bref, quelque chose qui n'a pas forcément de relation directe avec les marchés financiers. Tiens d'ailleurs, en parlant d'Iran, tu te souviens, j'avais parlé de mes achats sur le pétrole, plus particulièrement le WTI, sur lequel j'insistais particulièrement entre 50 et 52 $, et que je continuais à travailler cette zone à l'achat depuis maintenant 3 semaines. Et à chaque fois, elle a donné des rebonds, mais tout de suite derrière, le soufflet est retombé. Et ben j'ai continué encore et encore à travailler cette zone-là avec les membres VIP IVT, et on a acheté à 52-60 $ sur le WTI. Alors, petite explication technique, on est arrivé dans la zone, mon plan de trading n'était toujours pas invalidé, au contraire. J'ai eu un petit signal haussier sur des unités de temps H4 en données 4 heures. J'avais identifié un triangle symétrique dont on est sorti à ce moment-là également en parallèle par le haut. À ce moment-là, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton achat. Et enfin, c'est parti avec premier objectif 54 $, deuxième objectif 58 $. Au moment où je suis en train de tourner la vidéo, on n'est plus très loin. Et pour les plus patients, j'ai quand même précisé ça, et ben si tu souhaites laisser courir tes positions gagnantes, qui est quand même la stratégie la plus performante à moyen long terme, que de laisser courir les pertes et couper rapidement les gains, et ben jusqu'à 66 $. Parce que visiblement, l'Iran, d'après les news, a éclaté un drone américain après l'attaque de 2 pétroliers dont on avait vu également dans la précédente vidéo et dans le précédent débriefing hebdo des marchés. Donc pour conclure tout ça, la macro et l'économie et les perspectives ne sont pas bonnes. La réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne sont globalement très accommodantes, ou en tout cas annoncent l'être si jamais ça continue à se dégrader. Pour le moment, ça rassure tout ce qui est actif risqué, c'est-à-dire les actions, les indices, etc., qui tiennent bien et qui, même pour certains, relancent. Je rappelle que les indices américains sont à nouveau sur leur plus haut historique, l'indice allemand DAX également. Et petite parenthèse, le CAC 40, qui d'ailleurs n'est absolument pas calculé de la même manière que les autres indices, lui est bien en deçà, tout simplement parce qu'il n'intègre pas les dividendes versés par les entreprises à leurs actionnaires. Donc pour pouvoir comparer par exemple le CAC 40 avec le DAX, il faut prendre le CAC GR que je te montre ici sur le graphique, et tu vois que lui a dépassé pour la première fois de son histoire les 15 000 points. Bref, les actifs risqués, actions, indices, se portent bien. Dans le même temps, dans la mesure où l'économie et les perspectives ne sont pas bonnes, tu as les banques et les investisseurs institutionnels qui achètent des obligations d'État, le Bund et l'OAT plus particulièrement. Quitte d'ailleurs même à perdre de l'argent régulièrement puisque les taux, je te le rappelle, sont négatifs. Ensuite, tu as l'or qui explose parce que c'est considéré premièrement comme une valeur refuge et deuxièmement par effet mécanique, chute du dollar, hausse de l'or. Je te rappelle d'ailleurs accessoirement que l'or est plutôt considéré comme une paire du forex, comme une paire de devises, que d'une matière première en tant que telle. Tout simplement parce qu'elle est libellée en dollars. Ensuite, il y a le pétrole qui monte avec les tensions qui commencent un petit peu à s'échauffer entre les États-Unis et l'Iran. Et enfin, on n'en avait pas parlé, on a balayé tous les marchés traditionnels. Il reste le marché des cryptos qui commence à s'exciter un petit peu et qui revient un petit peu sous le feu des projecteurs avec Facebook
qui a annoncé lancer sa monnaie en 2020 qui se nommera Libra. Donc cette nouvelle crypto, qui est pas encore lancée tout à fait, fait quand même débat parce que c'est Facebook et qu'en termes de confidentialité des données, bon, on a fait quand même un petit peu mieux. Mais en même temps, ça attise la curiosité et ça permet de développement, de réfléchir à certaines innovations. Certains sont ultra pour, d'autres ultra contre. Moi, je pense qu'il faut pas forcément avoir un avis tranché comme ça, le temps de voir un petit peu ce qui se passe et comment concrètement ça se développe. C'est d'ailleurs même sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies, quand on était à 20 000 sur le Bitcoin, on disait ça y est, il va à zéro. Et le Bitcoin, il est en train justement de repartir. Et tu le vois sur ce graphique, il est toujours dans cette rampe de lancement, c'est ce que j'appelle moi, c'est pas forcément une figure chartiste très courante. J'avais proposé d'ailleurs ce canal incurvé en fin 2017, juste avant qu'il explose et qu'il atteigne quasiment les 20 000 $. Et là, on est à nouveau dans ce même type de configuration. Et le Bitcoin titille à nouveau les 10 000 $ au plus haut depuis maintenant un an. Bref, ça anime un petit peu le secteur également. Voilà, je crois qu'on a balayé à peu près tout ce qui s'est passé sur l'ensemble des marchés. Donc il y avait quand même pas mal de quoi faire. Et sur ce, je vais m'échauffer un petit peu la voix, moi. Et bonne fête de la musique! Ouais, est-ce que tu m'entends?